Ok. Votre programme avec Dalalu. Gouttière, façade, toiture. Dalalu. Notre univers, c'est l'alu. Bienvenue, merci de nous rejoindre. On vous embarque pour une émission et 45 minutes d'infos, de bonne humeur, mais aussi de gourmandise aujourd'hui, puisqu'il sera largement question, vous allez le voir, de pâtisserie dans notre rendez-vous emploi, mais aussi avec notre caméra extérieure, puisqu'on va rejoindre immédiatement Virginie Dubois en direct d'une pâtisserie, mais une pâtisserie, paraît-il, pas comme les autres. Alors vous êtes à Marseille, je vois la bonne mère là au bout de la rue. Bonjour Virginie. Bonjour Eric, et bien voilà, vous avez vu la bonne mère, je suis dans le quartier Vauban, dans une toute petite rue où s'est installée début février une petite pâtisserie pas comme les autres mais qui fait déjà beaucoup parler d'elle parce que figurez-vous, cette pâtisserie est évidemment délicieuse, mais c'est surtout qu'elle est bonne pour la santé. Il paraît qu'en mangeant tous ces gâteaux-là, on maigrit pas et c'est aussi bon pour les diabétiques. Pas mal, non ? Allez, je vous y emmène. Vous me la vendez bien, elle me la vend bien cette pâtisserie. Elle va se régaler et on va se régaler nous aussi parce que sur le plateau on a aussi des pâtisseries parce qu'il y aura des pâtissiers qui vont venir ici. Le mieux c'est de découvrir le menu, vous allez voir plutôt sucré de cette matinée. Regardez. Hey, hey. Osons suivre nos envies. Changer de métier, c'est possible. Allez, on vous donne toutes les clés pour une reconversion professionnelle réussie. Et voilà un métier qui peut donner envie de se reconvertir, celui de pâtissier. Aujourd'hui, la cerise est sur notre plateau. Et si on surfait sur la vague de la solidarité avec la belle histoire de Samy? Ce jeune snowboarder a besoin de vous pour réaliser son rêve. La cerise sur le plateau et les gâteaux aussi sur le plateau qu'on dégustera avec nos prochains invités. Mais pour commencer, voici notre dossier du jour. On parle de reconversion professionnelle ce matin. Et avec nous, Adam Aymon, fondateur de Vénus Consulting. Bienvenue. C'est un centre de formation et de formation professionnelle, évidemment. Et Fabrice Marion de l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation des adultes, cette fois. Et nous allons évoquer ensemble la reconversion, précisément aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être lassés de leur emploi ou qui sont tout simplement au chômage. Et c'est peut-être le bon moment de penser à une reconversion. Juste avant, on fait le point avec ce sujet sur la reconversion en France. Regardez. Ah, je changerais bien de taf, moi. Ouais, mais faut d'abord se former. Aujourd'hui, se reconvertir, c'est tendance. 56% des actifs ont déjà changé d'orientation professionnelle. Que vous ayez 30 ans ou plus de 50 ans, que vous soyez en CDI, en CDD ou sans emploi, avec ou sans diplôme, c'est possible. Mais attention, une reconversion professionnelle réussie nécessite de bien réfléchir à ses motivations et de les adapter à la réalité. Conseil, commencez par faire un bilan de compétences. Vous pouvez le financer en totalité ou en partie grâce au CPF, votre compte personnel de formation. Un consultant vous aidera à cibler les métiers, carrières et secteurs qui correspondent à vos compétences, votre personnalité et vos centres d'intérêt. Il pourra aussi vous conseiller des formations et des organismes adaptés à votre statut, salarié, demandeur d'emploi, indépendant ou agent de la fonction publique. N'hésitez pas là non plus à vous servir de votre compte personnel de formation. Il vous donne accès à des formations qui peuvent être entièrement prises en charge et même pour certaines rémunérées. Alors, on change de vie ? Voilà, on va changer de vie avec des reconversions à tout âge. Vous nous le... Vous nous le précisez, c'est même les seniors se reconvertissent. Le slogan du jour, c'est « On a tous droit à plusieurs vies professionnelles ». Eric. Eh bien, on va découvrir comment. Alors souvent, on se dit, tiens, c'est une forêt de dispositifs. On va essayer de rendre ça très clair, très simple pour ceux qui nous regardent. Promis, tous les deux, ouais. Alors, on va commencer par les dispositifs pour se former sans débourser, parce que, on le sait, il y a des comptes formation. On parlait du CPF à l'instant. Le CPF, c'est pour des formations plutôt courtes en général, c'est ça, Fabrice ? Alors, oui, le principe, c'est qu'on a des droits de formation qui sont acquis pendant notre activité en entreprise. Donc, on cumule au fur et à mesure. Et en fait, on garde l'argent pour soi. L'entreprise met maintenant 500 € par an sur un compte. Donc, c'est un compte qui est hébergé par la Caisse des dépôts. Et vous pouvez ensuite les utiliser pour vous former.
Alors, c'est essentiellement des formations courtes ou des formations complémentaires qui sont proposées. Moi, je vous donne un conseil, c'est tout de suite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est d'aller ouvrir leur compte sur Mon Compte Formation, c'est un site internet, avec votre numéro de sécurité sociale. Vous ouvrez vos droits de cette façon-là et vous créez votre code personnel. C'est à nous de le faire, c'est important, parce que personne ne le fera pour nous. Donc, compte de sécurité sociale et mon compte. Le numéro de sécurité sociale, on ouvre son compte, on y met un code secret et après on accède et on gère comme on veut. D'accord. On peut même commander des formations en ligne, évidemment. Voilà, et c'est moncompteformation.fr. Vous tapez ça sur Internet et vous y allez très facilement. Alors le CPF, c'est une chose, vous m'avez dit, il y a aussi Transition Pro. Ça, c'est pour des formations un peu plus longues. Justement, si on veut se reconvertir, Transition Pro, c'est la bonne formation ? Oui, c'est le projet de transition professionnelle. Hein. Comme ça, c'est le terme actuel, c'est le nouveau terme depuis 2020. Il permet aux salariés de s'absenter de son travail pour suivre une formation de son choix. Alors, anciennement, ça s'appelait le CIF, hein, le congé individuel de formation. Il faut justifier au moins d'une activité de 2 ans comme salarié et 1 an dans son entreprise actuelle. Ça, c'est le principe de base. Le salarié doit adresser une demande écrite à son employeur pour demander ce congé. Et l'employeur a 30 jours pour répondre au salarié. S'il n'a pas répondu en 30 jours, on considère que c'est acquis. Mais par contre, l'employeur peut différer l'autorisation du congé jusqu'à 9 mois maximum pour des raisons d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise. Mais il ne peut pas refuser, l'employé. Mais il ne peut pas refuser. OK. Vous êtes d'accord avec ça, Adam? Vous voulez rajouter quelque chose? Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est du coup, avec le CPF de transition, en fait, il s'adresse également aux salariés qui ne disposent pas d'une cagnotte suffisante pour réaliser des formations. D'accord. C'est-à-dire que si on n'a pas 500 € quand on est employé qualifié et 800 € quand on est employé non qualifié, effectivement, on pourrait faire appel au CPF de transition. Qui s'appelle donc depuis le 1er janvier projet de transition professionnelle. Le projet de transition professionnelle. OK. Vous m'avez parlé, pour les chômeurs cette fois, de 2 dispositifs. Prépa apprentissage et prépa compétences. En gros, prépa apprentissage, c'est pour les plus jeunes, de 16 à 25 ans. Voilà, les 15-29 ans. On sait que c'était très compliqué pendant la crise. Il y a beaucoup de jeunes, hein, on estime à 500 ou 800 000 jeunes qui ont décroché de leurs études pendant la crise. Alors, il y a une expérimentation qui est menée dans notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est 5 acteurs majeurs de la formation professionnelle qui se sont unis et qui proposent en quelque sorte un coaching pour ces jeunes. On les accueille, on voit avec eux quels projets professionnels ils peuvent avoir et on les coach pour trouver l'entreprise qui va les accueillir dans le cadre de l'apprentissage. On leur apprend aussi à s'adresser aux chefs d'entreprise et puis on voit avec eux quelle est la formation la mieux adaptée et ils entrent dans l'apprentissage. C'est un dispositif très important en ce moment. Depuis le 1er juillet, il y a des aides financières qui sont tellement importantes venant de l'État que pour l'employeur, ça ne coûte pratiquement plus rien de prendre un apprenti sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans. D'accord. Donc, on vous conseille vraiment, si vous êtes employeur, de prendre des apprentis en ce moment. Et puis les jeunes, de venir voir les organismes de formation. On peut en citer quelques-uns, Eric. Il y a le CERFA qui forme au métier de la santé, Formapost qui forme pour le groupe La Poste, le CFBT, le centre de formation de la Bourse du Travail. Bon. Il y a également les compagnons du devoir et on termine avec l'AFPA, forcément. Voilà, il prêche pour sa paroisse, bien sûr. Prépa compétences, ça c'est des formations qui s'adressent plutôt aux adultes et on va même aller jusqu'aux seniors qui ont envie de changer de vie, là aussi professionnelle. Oui, on est également dans un coaching, mais là c'est pour les personnes qui sont au chômage depuis souvent très longtemps, qu'on dit très éloignées de l'emploi. Ils n'ont plus une vraie représentation du monde du travail. Leur métier a tellement évolué qu'ils ne peuvent plus l'intégrer, donc il faut les aider, les accompagner dans un nouveau projet professionnel. Donc là, en fait, c'est constitué de plusieurs étapes, avec notamment des mises en situation professionnelle. On a accompagné un groupe, il y a quelques jours, à Istres, qui est en prépa compétences, un groupe de 5 personnes d'horizons différents et d'âges différents. Il y avait Agnès, 57 ans, ou encore David, 40 ans, et puis Naoufal, qui avait 21 ans. Ils n'ont pas de vraie représentation des métiers, on les a accompagnés chez des cuisiniers. Ils ont rencontré un chef cuisinier qui s'appelle Éric Maucuit. Ils ont également été dans le monde de l'industrie, voire des soudeurs. Et ils ont également été dans des tableaux et dans des espaces de formation pour les informaticiens, notamment en savoir plus sur le métier de webmaster. Quand ils sont dans ces dispositifs, est-ce que derrière, ils trouvent plus facilement du travail? Est-ce que ça leur permet d'avoir une vraie passerelle pour un vrai travail derrière? Alors, malheureusement, ils sont souvent très éloignés de l'emploi. Ça veut dire que c'est une vraie passerelle pour choisir une formation, essentiellement, se requalifier, aller dans une formation souvent assez courte, hein, ça peut être de 3 mois à 1 an, mais apprendre un nouveau métier, celui qu'ils auront identifié. Merci Fabrice. Adam Aymon, vous êtes le fondateur de Vénus Consulting. C'est un centre de formation professionnelle également. C'est quoi la différence entre l'AFPA et votre centre? En gros, c'est public-privé, c'est ça? Alors, en fait, nous sommes un organisme de formation du coup agréé, labellisé. Donc, l'intégralité de nos formations
en fait, elles vont être auditées par le label. On s'adresse à tout public, donc les demandeurs d'emploi, les actifs, et on va également à la rencontre des entreprises pour effectuer en fait une sorte d'analyse. En fonction de cette analyse qu'on va réaliser, on va proposer des formations adéquates. Il y a également les gérants salariés et les gérants non salariés et les indépendants. D'accord. Donc on s'adresse à tout public. Parmi les dispositifs dont on n'a pas parlé à l'instant, vous utilisez par exemple le PDC, le plan de compétences, le bilan de compétences et le Pro-A. En gros, qu'est-ce que ça signifie, là encore, pour ne pas rebuter ceux qui nous regardent et que ce soit simple et clair? D'accord. En fait, le plan de développement de compétences, c'est ce qu'on appelait dans le passé le plan de formation. Donc, c'est-à-dire que ça va être à l'initiative de l'employeur. D'accord ? Ouais. Donc, l'employeur, il va faire une demande auprès des opérateurs de compétences, qu'on appelle aujourd'hui les OPCO, pour faire bénéficier justement ces salariés d'une formation gratuite. D'accord. Donc, on ne débourse pas. Quand on parle effectivement du PROA, donc c'est une reconversion ou une promotion qu'on va faire par alternance. D'accord ? Donc, elle s'adresse généralement à tous les salariés qui sont en CDD ou en CDI. Et le but, ça va être d'obtenir en fait une certification ou un diplôme, tout simplement. D'accord. On parle des seniors, et on va terminer avec ça, puisque vous me dites on peut vraiment changer de vie à tout âge. Vous avez des exemples de formations chez vous qui fonctionnent bien pour des seniors qui veulent changer un petit peu d'activité? Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'avant d'aller vers une formation, il faudrait quand même réaliser un bilan de compétences. Donc, il faudrait analyser le marché, connaître en fait, déjà ses propres motivations pour se reconvertir. Et ses compétences. Et ses compétences également. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on pourrait envisager une reconversion professionnelle. Comme vous le savez, généralement, quand on a plus de 50 ans, on a une facilité qui est comme sur le fait de ne pas avoir des enfants à charge. Et donc, du coup, ça nous permet facilement de se reconvertir, de penser au futur, à l'avenir. Ce que je pourrais donner comme conseil aux seniors, c'est de ne pas en fait, se focaliser uniquement sur le CDI, mais regarder également les CDD, les missions d'intérim, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi à... Et on termine avec les formations les plus porteuses, par exemple, chez vous. Ce sont lesquelles, celles qui débouchent? Les formations les plus porteuses, ça va être forcément des formations qui sont en lien avec du coup, la crise, donc les secteurs les plus porteurs. Donc c'est le secteur agroalimentaire, le secteur de l'informatique, le secteur de l'assurance, d'accord, et le secteur sanitaire. Donc en termes de formation, donc on pourrait trouver des formations en back-office, des formations en communication, en management, ou des formations très spécifiques comme en hygiène et en sécurité. Voilà, on a déjà plus de temps, on a même dépassé d'une minute, sachez-le. En tout cas, on a compris qu'il y avait des dispositifs qu'on n'est pas censé débourser pour se former parce qu'il y a des dispositifs pour ça. Et le mieux, c'est d'aller se renseigner soit chez vous, soit à l'AFPA, soit chez Vénus Consulting. Les centres sont toujours ouverts. Toujours ouverts, vous aussi en présentiel? En présentiel, en e-learning également. Il ne faut pas oublier les formations en e-learning qui sont très intéressantes. C'est vrai qu'ils se développent en ce moment. Voilà, exactement. Juste pour finir, il faudrait du coup ne pas oublier que le MEDEF, le mouvement des entreprises, en France, il a fait plusieurs formations, plusieurs dispositifs pour faciliter la reconversion professionnelle, notamment sur l'augmentation des budgets de formation. Voilà, et on va malheureusement pas pouvoir rentrer dans le détail, mais en tout cas, on a ouvert quelques pistes pour ceux qui nous regardent et qui seraient titillés par une formation, mais qui se disaient jusque-là, c'est un peu compliqué, je ne comprends pas tout ce qui est à ma disposition. Il y a beaucoup de choses. Le mieux, c'est de se renseigner directement en tapant sur Internet, l'AFPA, formation professionnelle ou Vénus Consulting, par exemple. Merci à tous les deux. Dans un instant, nous allons découvrir un métier que certains choisissent pour se reconvertir sans doute avec passion, mais très sûrement avec gourmandise, puisqu'il s'agit du métier de pâtissier. Mais juste avant, on va rendre visite à Virginie Dubois, qui est donc, ça y est, à l'intérieur de cette pâtisserie. Là, ça nous fait déjà très, très envie. Et qui fait son shopping, j'ai l'impression. Voilà. Virginie, c'est bien ça ? En fait, j'hésite entre le croustille praliné noisette, le dôme chocolat framboise, la tarte au citron, voilà. Mais avant de passer à l'atelier, bonjour Marie-Luce. Voilà, et bonjour Valérie. Bonjour. Le duo, la mère et la fille, qui ont ouvert cette pâtisserie différente. Alors, je disais tout à l'heure en rigolant, Eric, que c'est une pâtisserie qui faisait maigrir. En fait, c'est une voisine qui m'a dit, moi, depuis que je mange ces pâtisseries-là, je maigris. Alors, j'imagine qu'elle mangeait beaucoup de pâtisseries très, très sucrées avant, pour dire ça, parce que ça n'est pas le but de maigrir. Par contre, pour vous, le but, c'était de manger des pâtisseries différemment. Alors, c'est parti de quelle idée, tout ça ?
C'est parti d'un concept familial, un papa diabétique, des amis diabétiques, de gros graves problèmes. Moi-même, problème de santé, et j'ai réalisé que notre intestin, c'était vraiment notre deuxième cerveau. Et je me suis mis à potasser tout ça, et jusqu'au jour où j'ai découvert que la pâtisserie, c'était le plus compliqué quand même pour allier santé et plaisir. Et s'en priver, c'est pas possible, moi je dis. La frustration, c'est pas la solution. Tout à fait. Donc, alors vous avez trouvé des idées de recettes traditionnelles, Oui. mais en utilisant des ingrédients qui sont plus sains et donc qui permettent d'avoir un indice glycémique bas. Différent. En fait, il y a déjà eu des régimes basés sur l'indice glycémique, au-delà du diabétique, au-delà des personnes concernées. Donc je me suis mis à travailler sur cet indice glycémique en n'utilisant que des ingrédients à indice glycémique bas, en les cumulant à d'autres ingrédients qui fibrent, en rajoutant du son d'avoine, en n'utilisant que des farines fibrées. Et le tout donne un produit fini qui a un indice glycémique plus bas et qui donc nous permet, pour nous gens entre guillemets sans problème, de ne pas stocker tout au moins, en restant raisonnable dans la consommation bien sûr, comme tout. Néanmoins, ce sont des pâtisseries qui du coup sont accessibles à des gens qui en étaient un peu privés quand même. Alors, on va voir tout à l'heure quels ingrédients vous utilisez précisément. On va aller faire des petits gâteaux ensemble. Par contre, comment vous est venue du coup l'idée de passer des gâteaux faits maison à une pâtisserie c'était un sacré challenge. C'est en plus une totale reconversion professionnelle. Oui, justement, on en parlait à l'instant. Complètement. D'abord, c'était l'occasion pour moi d'avoir un vrai métier. Parce que c'est un vrai métier que j'apprends chaque jour, un peu plus. C'était un métier, une formation diplômante. Et puis c'était surtout, au-delà de tout ça, apprendre à réellement manier. C'est quand même une alchimie précise. Donc, alors, on va voir l'alchimie tout à l'heure, et puis on en discutera aussi avec votre fille Marilus, parce que c'est le gourou de la famille, vous allez voir, elle a dit, allez, faut y aller, on y va. Et le résultat est quand même très sympa. J'ai goûté déjà, Eric. Ah, bon, alors si vous avez goûté, nous, on est impatients de voir à quoi ça ressemble en tout cas. Merci beaucoup Virginie, à tout à l'heure. Et une pâtissière va être remplacée sur ce plateau par deux pâtissiers qui nous rejoignent tout de suite. Et pour évoquer ce noble métier de pâtissier, ce matin, Jean-Paul Bosca, artisan pâtissier et formateur au Greta à la fois de La Ciotat et d'Aix-en-Provence. Bonjour, merci d'être avec nous. On va parler de formation de pâtissier avec vous. Et puis, nous sommes avec notre chef pâtissier attitré dans cette émission, puisque c'est un peu notre consultant dans Ensemble c'est mieux, c'est Christian Cottard, l'Antibois. L'azuréen qui nous rejoint, et c'est toujours un plaisir également de vous recevoir. Alors juste avant, eh bien, on va regarder ensemble ce portrait. Vous allez voir, c'est une consoeur à vous, passionnée. On parlait de reconversion professionnelle tout à l'heure. Eh bien justement, elle est venue à la pâtisserie avec une reconversion. Regardez. Il y a des petits points, c'est parce que c'est de la crème d'amande complète. J'essaye d'utiliser les produits le moins transformés possible. Je m'appelle Fabienne Zaki, je suis pâtissière. On va dire à la crise de la quarantaine, j'ai réfléchi à ce que j'ai aimé faire. Notre fils aîné qui a 22 ans maintenant devait s'orienter en 3e et j'ai fait le tour des portes ouvertes et tout ça. Et puis c'est là que j'ai découvert qu'effectivement on pouvait en tant qu'adulte suivre des cours et se reconvertir. Ça c'est ma liste de travail. Du coup, je mets les commandes qu'il y a pour la fin de la semaine et ce que je dois faire en amont pour arriver, que ce soit prêt pour le jour J. C'est un métier où effectivement, il faut être assez concentré, bien structuré dans sa tête, oui. Je pense que c'est un métier intellectuel. Ça, c'est un sablé fleuri pour la décoration pour un entremets qu'on va glacer tout à l'heure. Il faut qu'il n'y ait pas de temps mort, donc quand il y a une cuisson, il faut savoir faire autre chose entre-temps. La tarte au citron, c'est un exercice pour les pâtissiers, c'est très revisité. Il y a plein de techniques différentes pour la tarte au citron en fait. C'est assez sympa. En fait, la pâtisserie, c'est tout simple, hein. C'est 3 ingrédients de base, bon, les 4. Il y a les œufs, farine, sucre et beurre. Et avec ça, on fait tout.
Donc le process est important en fait. On ne fait pas un biscuit cuillère comme on fait une génoise où voilà, il y a des pesées, des temps de cuisson, une façon de mélanger les choses pour obtenir ce qu'on veut. Je suis une créative avant tout. Voilà, à la limite, la pâtisserie, c'est plus un média pour m'exprimer en fait. Donc les petits biscuits spéciaux pour la cliente. On pense aux gens quand on fait ce gâteau, que c'est pas anonyme en fait. Je suis dans mon élément. Voilà, en tout cas, elle est passionnée et c'est vrai qu'elle a changé de vie, elle aussi, finalement, pour ce métier, qui est plus qu'un métier pour vous, messieurs, ce métier de pâtissier. C'est une vraie passion, souvent, c'est le mot passion qui sort chez vous. Ouais, c'est rigolo parce que tout le monde parle de changer de métier, donc on devient pâtissier. Alors quand on démarre pâtissier, est-ce qu'il faut encore changer de métier? Si c'est une passion, généralement, elle doit être là jusqu'au bout, à moins qu'on ne soit plus passionné. Oui, ce n'est pas votre cas, visiblement. Je crois qu'en fait, on fait un métier, on essaie de transmettre un métier, mais surtout, ce qu'on essaie de transmettre, c'est une passion. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on apprend à nos élèves à être pâtissiers, ouais. Mais surtout, on essaie de leur faire comprendre aussi comment ça marche, comment ça fonctionne, parce que je pense que leur apprendre, c'est une chose, mais de leur faire comprendre, ça leur fait aimer ce métier. Ouais. Et notre but... c'est de leur faire aimer notre métier. Alors, on va parler de la formation dans un instant. On va se plonger dans le métier de pâtissier. Comment vous l'avez choisi, vous, ce métier? C'est de père en fils que ça s'est transmis, parce que c'est souvent comme ça? Sous la menace. C'est vrai que je dis souvent, je n'étais pas du tout destiné à être pâtissier, mais mes parents étaient pâtissiers artisans. Ouais. Donc, comme ils n'avaient peu d'écoute à mon égard, ils m'ont dit, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis, comme ils n'entendaient pas, ils m'ont dit, le tablier, il est là, vas-y. Démarre et j'ai très vite trouvé mon compte. Voilà, et la passion est venue. Voilà, un peu comme dans un mariage arrangé, au final, on apprécie la personne. Quoi. Voilà, curieusement, c'est pas ce que l'on rencontre le plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de jeunes qui rentrent dans le métier avec une idée, avec une passion déjà. D'accord. Alors que pour ce qui me concerne, du moins, et c'est un petit peu, je crois, le format ancien, qu'on rentrait dans le métier des fois par défaut. Mais c'est un métier où on y trouve réellement du plaisir. Ouais. Alors, les inconvénients, c'est évidemment qu'il faut se lever tôt. Est-ce qu'on se lève toujours très tôt aujourd'hui avec les technologies d'aujourd'hui? Moins qu'avant. Je dirais qu'on ne se lève pas plus tôt qu'une maman qui doit emmener son enfant à la garde avant de prendre la voiture et aller travailler à 50 km. Quoi. Je crois qu'aujourd'hui, il faut démystifier cet aspect. Un métier très traditionnel ou un métier qui évolue, le métier de pâtissier? Alors, il y a vraiment des piliers. Enfin, c'est un métier qui s'appuie sur des piliers, sur des méthodes très établies. C'est un métier de rigueur, donc par définition. Mais cependant, ça n'exclut pas l'évolution. Et aujourd'hui, on est sur une évolution qui, ça serait un autre débat, qui mérite quand même réflexion. Jean-Paul, la formation, vous avez d'abord des élèves, on le disait, passionnés aujourd'hui, globalement, ou ils y vont par défaut encore un peu? C'est ce qu'on cherche. Bon, moi, je suis au Greta, donc c'est la formation pour les adultes. Donc, c'est des personnes qui ont choisi de venir faire cette formation. Alors, c'est très varié. Cette année, on a des chanteurs, compositeurs, interprètes. On parlait de reconversion. Oui, il y a des artistes qui n'ont plus de travail et qui, finalement, il y a une forme artistique dans les gâteaux. Puis le confinement, ça menait pas mal de passion et ça menait pas mal de personnes. Alors, on a des avocats, mais on a des infirmières aussi. Et on a des personnes aussi qui sont sans emploi et qui ont découvert ce métier-là. Et qui pensent à en faire leur métier. Et donc, c'est vraiment un bonheur pour eux. Vous dites que c'est une formation plus complète aujourd'hui qu'elle ne l'a été. Oui. Et vous me dites aussi que les gens qui viennent ont souvent des idées un peu préconçues parce qu'ils ont appris plus ou moins la pâtisserie sur Internet. Oui, et vous dites que c'est très incomplet d'apprendre la pâtisserie sur Internet. Oui, je crois que c'est très incomplet. Et puis, je crois que c'est un métier où il y a beaucoup de tours de main. Et ce qu'il faut leur apprendre à nos élèves, c'est ça, c'est tous ces petits tours de main. Simplement, quand on va faire une brioche, savoir bouler une brioche. Sur Internet, ça doit être compliqué d'apprendre à bouler une brioche sur Internet. C'est une question de sensation. Et il y a des choses comme ça qu'on peut apprendre que par
la pratique. Que par la pratique. Christian, vous avez des apprentis, vous aussi, régulièrement, entre les mains. Il n'y a que la pratique qui fait qu'on devient pâtissier C'est de toute émérite. manière. Alors c'est réellement un métier manuel avec quand même une option intellectuelle. Ouais. Si et, je vous, puis dire. et vous coachez même des champions parfois. Hein. Ça m'arrive, oui. Des champions de pâtisserie, ça existe, des champions du monde de pâtisserie, on en a dans la région d'ailleurs. Une de nos élèves l'année dernière a fait son stage à l'Élysée avec Christelle Brua. Donc des élèves qui sont au Greta parviennent à des niveaux qui sont quand même très très intéressants. Est-ce que c'est un métier en tension dans notre région On trouve du travail forcément quand on sort du Greta par exemple. Tous mes élèves de l'année dernière, soit ont créé leur propre entreprise, soit sont en CDI actuellement. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse ouverture dans le métier. Avant, quand on était pâtissier, on allait ou soit en boulangerie, soit en pâtisserie, boulangerie. Maintenant, on a les clubs de vacances, on a les hôtels, on a les restaurants. Ouais. On a une ouverture qui est beaucoup plus grande. C'est sûr que la crise actuellement fait que c'est un poil plus difficile. Mais quand même, il y a une ouverture qui est assez large et il y a des débouchés. Il y a des débouchés. Merci beaucoup. Vous nous avez apporté, et on va terminer là-dessus, des biscuits. Ils ont été fabriqués par vos élèves. Ce matin, hier et ce matin, il y a des cakes, des croquants. C'est des petites choses. On a apporté des gâteaux de voyage. Ouais. On appelle les gâteaux de voyage. Qui s'emportent bien, qui croustillent. Je ne vais pas le goûter tout de suite, celui-là. Et je précise qu'il y a des cookies ici, en bas du plateau, là. Et ça, c'est Christian Cottard qui les a fait. C'est expérimental. Ce sont des cookies sans sucre, puisqu'on est dans une pâtisserie sans sucre. Et on y retournera dans un instant. Merci beaucoup à vous deux. Je vous propose de retrouver Arthur Perticos. C'est notre manager, entrepreneur, qui nous donne chaque jour un conseil. Aujourd'hui, un conseil quand on va dans un entretien d'embauche. Il ne faut pas attendre que les questions viennent uniquement de l'employeur, mais il faut aussi venir soi-même en tant que candidat avec ces questions. C'est très important. Écoutez. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Entretien d'embauche, ai-je le droit de poser des questions? C'est un droit, mais c'est surtout un devoir. Un recruteur termine toujours un entretien en demandant si vous en avez. Alors soyez prêts pour ne pas être déstabilisé. Potassez les infos disponibles sur l'entreprise afin de poser des questions pertinentes et précises, pour être sûr d'obtenir les réponses dont vous avez besoin. Mais attention, le recruteur devancera peut-être certaines de ces interrogations au cours de l'entretien. Alors faites une liste d'une bonne dizaine de questions sur le poste, les perspectives d'évolution, l'ambiance dans l'entreprise, dans laquelle vous pourrez piocher 2 ou 3 sujets qui n'auront pas encore été abordés. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Merci Arthur. Et il faut être curieux quand on est candidat. Et comme nous, on est très curieux dans cette émission, on a goûté les pâtisseries sans sucre de Christian Cottard. Honnêtement, c'est excellent. Et en plus, c'est juste sucré comme il faut. Et je crois que vous aussi, vous faites de belles expériences, Virginie, de votre côté, dans cette pâtisserie qui s'appelle Au contraire pâtisserie, puisqu'on n'utilise pas vraiment de sucre dans celle-ci à Marseille. Et là, vous êtes dans le laboratoire, hein, au cœur du cœur. Hein. Ouais, on est dans le laboratoire, exactement. Valérie, rapprochez-vous de moi parce qu'elle est en train de nous préparer. Qu'est-ce que vous nous préparez, Valérie, là? Une meringue avec du sucre de bouleau qui a cette idée géniale de représenter quasiment 0 calories et un indice glycémique de 5 ou 6 qui est donc recommandé aux diabétiques gourmands. On peut manger des meringues quand on est diabétique. Alors là, vous allez nous expliquer concrètement, parce que je vais essayer de faire pareil à la maison. Je vais essayer, hein. Alors c'est pas de raffiné, hein, pas de sucre, pas de farine raffinée. Alors par exemple, le sucre, on remplace le sucre raffiné par quoi? J'ai 3 sucres. Du sucre de fleur de coco, du sucre de bouleau et du sirop d'agave. C'est essentiellement mes 3 sucres par lesquels je remplace le sucre blanc qui est interdit dans le labo. Ensuite, farine. Pour faire mes pâtes, mes préparations, je n'utilise que de la farine semi-complète, que je partage parfois avec des farines avec des indices glycémiques encore plus bas, type farine de lupin, farine de châtaigne, suivant mes préparations. Mais l'essentiel de mes pâtisseries, farine semi-complète, dans lesquelles il est préférable de rajouter du son d'avoine, et ce pour fibrer. Parce que le principe, pour ne pas faire monter son indice glycémique, c'est de fibrer. On rajoute des poudres de noisettes, des poudres d'amandes. Donc tout ça, ça se prépare. On peut caraméliser ces noisettes, ces fruits secs. On a droit au beurre? On a droit au beurre. Je ne l'ai pas mis en évidence
parce que j'en mets très peu. Par contre, je triche. Il y a un petit goût de beurre, mais beaucoup d'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin, c'est une huile végétale qui est riche en oméga 3, en oméga 6, c'est tout ce que notre corps ne fabrique pas. Et une graisse surtout insaturée. Le problème du beurre, ça bouche nos artères, ça se transforme en sucre, c'est affreux. D'accord. Mais on ne peut pas l'éviter, il faut quand même en garder du beurre. Pour le goût. Pour le goût, c'est une pâtisserie. Après, on cuisine traditionnellement à la maison, je n'utilise plus de beurre, uniquement l'huile de pépin de raisin. Alors, question à Marilus, rapprochez-vous, Marilus, de moi un petit peu. La gourou de la famille, genre bonne santé et tout. Elle est contente, Marilus? Elle est contente, elle est super validée. Et ça va être bien pour le bébé qui va pas tarder d'arriver parce qu'on va pouvoir lui donner des bonnes pâtisseries. Parce que le sucre, c'est hyper mauvais pour les enfants aussi. Ouais. Alors, un petit mot aussi, parce qu'on a une apprentie, figurez-vous qu'en fait, ce ne sont que des reconversions, parce que Marilus Lafille est docteur en gestion. Et là, nous avons une apprentie qui est licenciée en gestion également. Oui. Et vous avez, pareil, vous avez décidé et de vous reconvertir et de venir ici. Pourquoi en 2 mots? Alors, j'ai choisi surtout, au contraire, pâtisserie avec Valérie pour son concept non sucre raffiné, pour manger sain et pouvoir pâtisser à volonté. Parce que vous avez découvert dans le monde entier qu'on pouvait faire des pâtisseries. Tout à fait. J'ai voyagé un peu en Asie, en Australie, et je me suis aperçue qu'en fait, la bonne pâtisserie, c'est la pâtisserie simple et non raffinée. Et voilà, vous savez tout. Maintenant, on va aller goûter sur le dernier plateau. C'est bon et c'est sain. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Goûtez bien. Nous, on va accueillir maintenant notre héros du quotidien du jour. C'est un triple champion de France. Un triple vice-champion de France, pour être précis. Il arrive et avec lui, on va glisser. Bonjour, merci d'être avec nous, Samy Benabdelhadi. Vous êtes triple vice-champion de France de snowboard. Et on va raconter cette histoire, puisqu'on est dans notre séquence Belle Histoire. Une belle histoire qui commence mal, on pourrait dire, en 2012, et qui vous conduit à devenir le champion que vous êtes aujourd'hui. Racontez-nous ce qui se passe en 2012. Là, vous êtes plutôt sur un BMX, donc plutôt un vélo, que du snowboard. Que du snowboard. Ça commence le 23 mai 2012, donc une chute en BMX, j'arrête une réception, donc l'artère fémorale elle cède, je me réveille 3 semaines plus tard sans ma jambe droite, donc au début avec toutes les questions que ça implique, on a l'impression d'être en bas de l'Himalaya et de devoir passer de l'autre côté sans aucun vêtement, sans rien du tout, on ne sait rien de la vie qui nous attend. La vie suit son cours, je reprends le fil de ma vie de jeune de 15 ans, 15-16 ans. Ouais. Et puis mon prothésiste me propose d'aller essayer une prothèse qui s'appelle le ProCurve. Donc sans grande conviction, je le suis. Et ça me paraissait très abstrait, faire du snowboard avec une prothèse, avec une seule jambe. Donc je le suis. L'expérience me plaît beaucoup. Ça a duré 2 jours. Ouais. On a réitéré la chose une fois, une deuxième. Ma question, c'est est-ce que vous faisiez déjà du snowboard avant? Vous avez découvert le snowboard avec une prothèse, justement? Alors en fait, j'avais tenté le ski, j'avais fait du ski 2 fois en colo avec les copains. Bon, rien de très compétitif, quoi. Et mon prothésiste m'a demandé ski ou snow. Et je voulais pas refaire du ski, j'avais peur d'être frustré en fait et de ne pas retrouver les sensations que j'avais pu avoir avec mes 2 jambes. Donc j'ai voulu recommencer sur du neuf, quoi. Ouais. J'avais fait pas mal de skate aussi, du roller, donc j'ai toujours aimé ces sports un peu de glisse. Ces sensations. Et aussi, la sensation de glisse, vous la connaissiez déjà, mais vous avez découvert le snowboard. J'ai découvert le snowboard avec une prothèse, et voilà, c'est ce que je dis beaucoup, c'est que le snow, cette découverte, donc suite à ce malheur, au final, ça m'a fait transformer ce malheur en bonheur. Moi, ça a été vraiment un réel médicament, une réelle thérapie finalement. Là, ça m'a permis de me rendre compte qu'il était possible de vivre, d'être heureux, et voilà, de vivre sa vie à fond quand même avec une seule jambe. Et votre ambition aujourd'hui, c'est de devenir champion paralympique. Champion paralympique. De snowboard, puisque vous êtes régulièrement au championnat de France. Ouais. Vous avez de jolis titres, on l'a vu. Et la prochaine étape, ce serait peut-être un podium aux Jeux paralympiques. On vous le souhaite. Sauf qu'il a besoin d'un coup de main. Et c'est pour ça qu'on est avec Samy ce matin. Parce qu'on va aider un peu notre héros du quotidien à se procurer cette prothèse. Alors vous imaginez bien que ce sont des prothèses assez exceptionnelles, puisque ce sont des prothèses de compétition, et elle vaut très cher, cette prothèse. Elle vaut très cher, elle vaut environ 10 500 €.
Donc voilà, en France, on a la chance d'avoir les prothèses de marche, donc comme la prothèse que je porte actuellement, qui sont remboursées pour la plupart. Après, tout ce qui concerne le sport, c'est considéré comme un luxe, donc comme un plus qui n'est pas indispensable, et donc c'est pas pris en charge, malheureusement, parce que je pense que ça remplacerait beaucoup de consultations en psychiatrie. Exactement, parce qu'on vous sent heureux et surtout, il faut savoir qu'il y met tout son cœur, mais il y met aussi tout son argent, parce que vous êtes aide-soignant, je sais, et que tout l'argent passe dans la location de l'appartement à Briançon, puisque c'est là que vous allez vous entraîner, et puis aussi dans le matériel, etc. Mais ça ne suffit pas pour monter cette marche supplémentaire vers le paralympique. Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement ? Alors, comment est-ce qu'on peut m'aider? J'ai monté une cagnotte, donc j'ai accepté le fait que oui, on ne se suffit pas à soi-même parfois et qu'on peut avoir besoin des autres. C'est mon cas aujourd'hui. Donc j'ai monté une cagnotte qui explique mon projet, qui explique mon rêve. Et voilà, le prix de la prothèse. Donc c'est une prothèse qui coûte 10 500 €, pieds et genoux prothétiques inclus. Aujourd'hui, voilà, j'ai su avoir cette prothèse et à parvenir à ce niveau-là, entre guillemets, grâce à des prêts. Donc mon prothésiste qui me l'a prêté périodiquement. Et voilà, c'est un peu de l'entraînement par intérim, c'est de la débrouille. Aujourd'hui, pour aller plus loin, j'ai besoin de cette prothèse donc, pour pouvoir m'entraîner le plus possible et pas être dépendant de certaines dates qui, au final, régissent mes entraînements. C'est quoi l'objectif? C'est quel L'objectif, quel jeu? Les Jeux paralympiques d'hiver 2022, donc c'est mon objectif à moi. Cette année, cette saison, je devais avoir des entraînements avec l'équipe de France, faire championnat d'Europe aussi. Ça a été court avec le coronavirus, mais je compte bien remettre à tout ça cette saison. Et il ne va rien lâcher, Samy. Alors, la plateforme, c'est GoFundMe. On va l'afficher à l'écran. Là, il faut taper quelque chose de particulier pour vous trouver à l'intérieur de cette plateforme? Alors, le titre de ma démarche, c'est « Financement de ma prothèse de ski / snowboard ». Eh bien, parfait. Alors, allez aider Samy. Le moindre euro sera le bienvenu. Un centime, 1 euro, voilà. Peu importe, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Voilà, c'est le geste. Et surtout aider Samy qui vraiment met toute sa vie dans ce sport. Et moi, je pense qu'il peut nous faire quelque chose aux Paralympiques et on vous souhaite d'être sur la plus haute marche du podium. La France, pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas, Samy, de nous avoir rejoints. GoFundMe, donc cette plateforme pour vous donner un coup de main. Notre boîte à idées aujourd'hui, pour devenir nous aussi des héros du quotidien, eh bien, on va vous proposer de découvrir le mode d'emploi pour offrir un jour de congé à un collègue qui en a besoin dans l'entreprise. Et là aussi, ça peut être très gratifiant. Comment Julie va faire pour s'occuper de son fils accidenté? Et si on lui donnait des jours de congé? Le don de jours de congé ou de RTT permet de renoncer à une partie de ses jours de repos pour en faire profiter un collègue, qui peut ainsi s'occuper d'un enfant ou d'un proche gravement malade sans perte de salaire. C'est possible aussi bien pour les salariés du secteur privé que pour les agents publics, militaires compris. Il vous faudra un certificat médical fourni par le collègue et l'accord de l'employeur. S'il accepte, définissez par écrit les termes de votre don, type de congé, nombre de jours. Attention, vous devez vous garder minimum 24 jours de congé annuel pour vous. Géraldine a donné avec d'autres employés 2 jours de RTT à une collègue dont le fils était gravement malade. Nous avons fait ce geste pour elle et aussi pour dire que nous ne sommes pas que des collègues, mais des êtres humains. Nous ne sommes pas à l'abri qu'un jour, nous aussi, on puisse avoir besoin de cette aide entre collègues. Je suis très fière de l'avoir fait et je recommande à toutes et à toutes de pouvoir le faire si c'est possible. Donner des jours de congé à un collègue, une bonne action à la portée de tous les salariés. Voilà, et notre prochain invité est un héros du quotidien lui aussi, et il ne prend jamais un jour de congé parce que dès qu'il a un jour de congé, il le passe à régler l'appli Helplease dont il est le papa. Bonjour Daniel Tinmazian, merci d'être avec nous. Bonjour Eric, merci de votre invitation. Sur ce plateau il y a presque un an pour nous présenter Helplease. On appelle ça une application de bienveillance. Vous nous rappelez très rapidement le concept ? Oui, bien sûr. Helplease, c'est l'application qui permet à des personnes en situation de handicap ou de fragilité, temporaire ou permanente,
de se signaler et de demander de l'aide lorsqu'une situation devient difficile pour ces personnes dans l'activité du quotidien qu'elles pratiquent. Voilà. Et quand je dis que vous êtes le papa d'Helplease, vous êtes aussi le papa d'une petite fille pour laquelle vous avez imaginé au départ cette application. Et effectivement, Helplease, ça peut sauver des vies. Racontez-nous ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu sur ce plateau. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs ? Oui, exactement. Alors, on s'est vu, je crois, juste avant le Covid. Et en fait, entre ce moment-là et le confinement, cette période a été plutôt bénéfique pour Helplease et la communauté. Ça a permis de renforcer la justification et la nécessité d'utiliser des outils digitaux et les plateformes d'entraide et de bienveillance comme Helplease. Tout de suite, on a été référencé par le secrétariat d'État chargé aux personnes handicapées sur le site solidaire.handicap.fr qui a été mis en place par le gouvernement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'est suivi toute une chaîne de solidarité via l'application Helplease. Il y a eu 10 demandes d'aide par jour à traiter dans tout l'Hexagone. Il y a eu de belles histoires, de belles rencontres entre voisins qui ne se connaissaient pas encore. La communauté a bien grandi, effectivement. On compte aujourd'hui plus de 6000 membres et l'application compte près de 5000 utilisateurs connectés, c'est-à-dire personnes qui ont utilisé l'application. Eh ben, bravo Daniel. Et pour vous aider, c'est très simple. Il suffit de télécharger Helplease, L-P-L-I-Z, comme on l'a vu, sur son téléphone portable. Et on peut venir en aide à tout moment à une personne qui est autour de nous, qui a un handicap pas visible, mais qui aura peut-être besoin de vous à ce moment-là. Et c'est là qu'intervient l'application et tous ceux qui vont venir alimenter cette application en s'inscrivant. Merci beaucoup, Daniel. Et encore bravo pour cette idée. Est-ce que vous êtes gourmand ? Vous êtes gourmand ? Alors, on retourne. J'ai pas changé. Allons-y. La pâtisserie, au contraire pâtisserie. Et c'est avec vous qu'on va terminer, Virginie. Et cette pâtissière qui fait des pâtisseries, paraît-il, bonnes pour la santé. Enfin, en tout cas, elles sont saines pour la santé, plus que des pâtisseries très sucrées. Qu'est-ce que vous faites ? Donc, chose promise, chose réalisée. Je goûte en direct la meringue. Alors, difficile de faire plus sucré que de la meringue. Donc, c'est sucré, je vous le confirme. Oui. Mais ça reste un indice glycémique bas. Très, très bas. Calories, indice, tout. Regardez là. Alors, je continue la dégustation. Et là, je ne vais plus pouvoir parler. Alors, avant de goûter, je vais juste poser la question de la fin à Marilus, qui est quand même la big boss de la Girl Power Family. Quel est l'objectif ? Là, je sais que vous avez un objectif, parce que c'est bien de dire que c'est avec un indice glycémique bas. C'est vrai que j'ai rencontré un diabétique qui vient du 12e et qui rafle tout ce qu'il y a ici une fois par semaine. Il congèle et tout, parce qu'il y a du pain aussi. Mais il faudrait faire des tests, c'est ça en fait, Marie-Luce. Et oui, là, l'objectif, l'étape suivante, c'est de faire valider justement les recettes par validation médicale pour obtenir un véritable indice glycémique sur chacun de nos gâteaux et de nos recettes. Et là, on labellise. Et là, après, on peut labelliser IG bas, IG, et justement mettre le montant de l'indice glycémique. Et on franchise, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les habitants de Vauban qui peuvent manger ça, parce que c'est de la tuerie. Merci beaucoup Virginie. Et donc il y a très peu de sucre, enfin pas de vrai sucre en tout cas dans ces pâtisseries. Merci à vous de nous avoir suivis également. Demain, notre caméra extérieure nous emmènera sur la Côte d'Azur en compagnie de Nathalie Morin. On se retrouve demain à partir de 10h45. Et puis si vous souhaitez communiquer avec nous, voici les bonnes personnes à joindre. Carole, Gabriella, Marie-Laure par téléphone ou par mail. Dans un instant, l'info des territoires d'outre-mer et puis vos journaux locaux sur France 3 Côte d'Azur et France 3 Provence-Alpes. On se retrouve demain dès 10h.